Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Serial Lecture, la chaîne qui décortique la littérature et le monde du livre. Un épisode qui inaugure surtout une nouvelle série de vidéos entièrement dédiée à un genre littéraire qui est revenu à la mode ces dernières années. À tel point que l'on oublierait presque qu'il n'a pourtant rien de nouveau, mais qu'au contraire, les grands classiques du genre datent pour la majorité d'entre eux du milieu du siècle dernier. Alors accrochez-vous car dans cette série, nous allons parler des romans de dystopie, et aujourd'hui plus particulièrement, nous nous intéresserons à celui qui est certainement le plus connu d'entre eux. Avant toute chose, il me paraît de bon ton de revenir sur la définition d'une dystopie. Également appelée contre-utopie, il s'agit d'une œuvre de fiction que l'on pourrait qualifier d'anticipation sociale. Elle dépeint le plus souvent une société organisée d'une telle façon que les gens qui la composent ne peuvent, pour diverses raisons, aspirer à leur libre évolution au sein de celle-ci. Les romans dystopiques se différencient de la science-fiction par le fait qu'ils ne traitent ni d'un futur lointain, ni des conséquences de quelques progrès purement scientifiques, sauf en de rares exceptions. Pour schématiser un peu, nous pourrions retenir que l'utopie est au rêve, ce que la dystopie est au cauchemar. Je vous le disais en introduction, ce genre littéraire, aidé en cela par le cinéma, est à nouveau à la mode grâce notamment au succès de sagas destinées à un jeune public, ou young adult comme on dit désormais. Des titres tels que Hunger Games, Divergente, L'épreuve, Uglies, Delirium, La Sélection, Promise, Le Passeur, Déclaration. Je ne vais pas m'étendre sur ces livres qui ont dans l'ensemble de nombreux mérites, mais aussi quelques défauts dont le premier d'entre eux étant selon moi qu'à force de profusion, on en oublierait presque nos classiques. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de 1984 de l'écrivain britannique George Orwell, qui fait assurément partie de ces classiques du genre, bien qu'il ne soit pas le premier roman de dystopie à avoir vu le jour. Pas même le premier ouvrage de l'auteur lui-même sur ce thème si particulier, puisqu'il est également à l'origine du non moins célèbre roman La ferme des animaux, paru en 1945, et qui décrit déjà une anticipation d'ordre social, où les animaux d'une ferme reprennent le pouvoir à des hommes qui les avaient négligés. Cette courte fable animalière, dont je vous conseille fortement la lecture, critique ouvertement le stalinisme d'une manière satirique. Les animaux reprennent le pouvoir et chassent les humains de la ferme, certes, mais ils ne retrouvent pas tous leur liberté pour autant, car bien qu'il soit décrété que tous les animaux sont égaux entre eux, certains sont plus égaux que d'autres. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Publié quant à lui en 1949, soit 4 ans plus tard seulement, le roman qui nous intéresse aujourd'hui pourrait par bien des aspects être qualifié de visionnaire. 1984 dépeint un monde tombé sous le coup du totalitarisme à la suite d'un conflit nucléaire survenu 30 ans plus tôt. Trois grands blocs, l'Océania, l'Eurasia et l'Est-Asia, différents régimes totalitaires, sont en guerre perpétuelle les uns contre les autres. Winston Smith, notre héros, vit à Londres en Océania, où il est un employé modeste du ministère de la Vérité et plus précisément du commissariat des archives historiques. Son travail consiste à réécrire inlassablement l'histoire avec un grand H pour que celle-ci corresponde à la version officielle du parti au pouvoir. Il doit s'assurer notamment que plus aucune trace des anciennes alliances ne subsiste dans les écrits, même si celle-ci date seulement de la veille. Si la grande majorité de ses concitoyens ne semble pas surpris, voire même adhère à cette propagande, Winston Smith, quant à lui, prend petit à petit conscience des mensonges du parti en place et décide d'en garder discrètement une trace. Mais la société dans laquelle il vit surveille étroitement ses sujets par le biais de la police de la pensée. La liberté d'expression n'existe plus, les affiches placardées dans les rues préviennent que Big Brother vous surveille, et le télécran, installé partout, diffuse en continu la propagande du parti, mais surtout voit et écoute ce qui se passe dans chaque foyer. Smith est très prudent, mais un fait inattendu va cependant le mettre en danger. Il tombe amoureux d'une dénommée Julia, membre de la Ligue anti-sexe des juniors, qui l'aime en retour. Croyant d'abord avoir affaire à une espionne de la police de la pensée, Smith est d'abord distant, mais leur amour est malgré tout consommé dans la clandestinité, bien qu'ils sachent l'un comme l'autre qu'ils seront un jour condamnés par la morale de l'État tout-puissant. Il rentre par la suite en contact avec un certain O'Brien, personnage charismatique qui représente une alternative pour les gens qui sont, comme eux, en dehors du système en place, et ensemble, ils se prennent à rêver d'un monde meilleur. Je vous rassure, je ne vais pas spoiler la fin du roman, mais à ce stade de l'histoire, rien n'est joué pour nos protagonistes. Je peux tout de même vous dire qu'ils seront finalement arrêtés et torturés pour admettre officiellement leur défiance vis-à-vis du régime. Ce passage forcé par les bureaux de la répression reconditionneront Winston Smith à une adoration sans faille du pouvoir qu'il cherchait pourtant à combattre jusque-là, sans jamais réaliser cependant à quel point il était dès le départ manipulé.
Petit retour, si vous le permettez, sur l'histoire de ce roman et surtout sur son contexte. On l'a vu, 1984 de George Orwell est paru en 1949, soit 4 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour être tout à fait objectif, ce roman est avant tout une critique du culte de la personnalité, propre au stalinisme, mais cette période trouble de notre histoire se confond forcément avec la Seconde Guerre mondiale et le nazisme. Orwell était un homme résolument de gauche, mais ne se privait pas de critiquer assez ouvertement un certain communisme de salon, ce qui lui valut paradoxalement un grand succès aux États-Unis, pays du capitalisme, une idéologie à laquelle il n'a pourtant jamais adhéré. George Orwell impose également à ses lecteurs un nouveau langage, le novlangue, une sorte de contraction de mots officiels et obligatoires qui empêche les protagonistes du roman à pouvoir dialoguer et débattre librement sans être taxés de complot envers le régime. Un détail qui a son importance et que l'on retrouvera également dans le roman L'Orange mécanique d'Anthony Burgess, paru quant à lui en 1962. Pour la petite anecdote, sachez que ce roman a inspiré un grand nombre d'artistes dans des domaines divers et variés. Ainsi, je pourrais vous parler du groupe de rock anglais Muse, qui s'est fortement inspiré de 1984 de George Orwell pour l'élaboration de son album The Resistance, paru en 2009. Le trio mettra en scène l'univers d'Orwell jusque dans les décors scénographiques grandioses de sa tournée mondiale. Voilà, il reste bien des choses à dire sur ce roman, mais je ne vais pas vous gâcher l'envie de découvrir ou redécouvrir 1984. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes de Serial Lecture, où vous retrouverez non seulement les vidéos habituelles, entrecroisées ça et là, d'épisodes consacrés aux romans dystopiques. Merci de m'avoir suivi jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et à liker la vidéo, ou bien entendu à partager celle-ci auprès de vos contacts pour faire connaître Serial Lecture. Je vous dis à très bientôt donc, ciao.